Bonsoir à tous. Envalées, Mayens, granges, greniers, racards et écuries constituent un fabuleux patrimoine bâti, témoin d'un passé proche où la majorité de la population valaisanne vivait de l'agriculture. Leur nombre est estimé entre 30 et 50 000, proche de l'état de ruine, démolis ou transformés. Aujourd'hui, de nombreux édifices ruraux traditionnels sont menacés. Dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre, nous vous présentons 3 réhabilitations qui témoignent des efforts déployés par des architectes soucieux de redonner une nouvelle jeunesse à ces ruraux. Les architectes Michel Voyat, Michel Follonier et Jean-Luc Torrent ont accepté de nous accueillir et de nous exposer des constructions typiques, réhabilitées par leurs soins, dans le respect du bâti existant et l'esprit de leurs bâtisseurs. Des témoignages oraux et visuels primordiaux pour nous et les générations futures, des témoignages pour la défense, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine valaisan. Le bonheur est aux Mayens, c'est en tout cas l'avis de Jean-Luc Torrent et de sa famille. C'est ici en dessus d'Euzène que l'architecte sédunois vient se ressourcer. Propriétaire des lieux depuis 2 ans, il vient de réhabiliter ce rural. Cette petite construction, située sur l'alpage, est à demi enterrée dans le terrain pentu. Sa partie supérieure est en madrier de mélèze, recouverte d'une toiture en tôle ondulée. Ici, plutôt que de rénover, on a préféré enlever les rénovations existantes. Seul le socle en maçonnerie a dû être renforcé. Aux Mayens de la famille Torrent, le luxe, c'est le moins, et le vrai confort se trouve dans la nature avoisinante. Alors, un parti pris premier, un parti fondateur, c'est de dire on ne vient pas ici en hiver, on est loin des pistes de ski, donc il n'y a aucune raison d'isoler ce bâtiment. Le Mayen, c'est un logement placé dans la transhumance qui est à mi-chemin entre l'alpage et la plaine. C'est l'habitat du mois de mai, c'est l'habitat du mois de septembre. On y vit 6 mois par année, nous, mais à l'époque, ils en vivaient 1 à 2 mois, mai-juin, septembre. Je pense que l'enjeu il est facile parce que la base est magnifique et remarquable. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste reconnaître l'existant et valoriser l'existant. C'est une grange écurie qui appartenait à 2 cousins. Donc ces 2 cousins, un n'a rien fait, n'a pas transformé. On s'est retrouvé avec un objet en l'état initial, avec beaucoup d'émotions. Et puis l'autre, il l'a transformé dans les années 70, avec beaucoup de finesse. Il a apporté le confort dont il avait besoin, c'est-à-dire une cuisine, des radiateurs électriques, une toilette. On a ouvert une brèche dans la paroi. Donc le Mayen vient complètement traverser en nord-sud. On enlève le confort initial, on enlève la boîte isolée, et puis on retrouve la grange. Parce que pour nous, l'espace est le luxe. Le confort au Mayen, tout se passe à l'extérieur, tout se passe dans la nature. Donc toutes les fonctions, on les reporte, ou on essaye de les reporter sur l'extérieur. Je ne sais pas si on peut parler de ligne architecturale. Je pense qu'il y a à la base un objet vernaculaire, il n'y a pas de démarche intellectuelle, c'est une démarche d'artisan. Et nous, ce qu'on a envie de mettre en avant, et on a envie de valoriser tout ça en continuant avec des artisans. On orchestre ces artisans, mais je ne pense pas que c'est une architecture. C'est plus une démarche simple, avec des besoins simples. On a des besoins qui sont minimaux. Le moins, c'est le plus. Alors, moi j'étais fasciné par ce travail. Je trouvais que c'était vraiment exemplaire et je pensais bien de montrer cet objet, il faut qu'il soit connu. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas facile de faire un objet comme ça. Et c'est
un exercice très difficile de sortir la qualité d'un élément et de ne pas le détruire. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Mais ce n'est pas un exercice simple et on ne peut pas dire que c'est un exercice commun. Ces objets, en fait, participent à la construction du site nature, si on veut, et ils sont un peu comme des points d'orgue dans le paysage. Et c'est exactement tout le contraire du mitage du territoire. Et ça, je pense que c'est vraiment une chose importante. Alors, c'est un petit peu, je dirais, idyllique et transposé, parce que dans le temps, on venait pour travailler, alors que lui vient pour se reposer et, je dirais, se ressourcer surtout. Donc, il retrouve d'une certaine manière une petite vie de Robinson, mais c'est un Robinson Crusoe qui n'est pas tout à fait, je dirais, le Robinson de légende, puisqu'en fait, il a un toit, des façades. Ben, c'est un petit coup de cœur, parce qu'on voit que c'est un travail qui a été fait avec beaucoup de finesse, que Jean-Luc, là, l'a travaillé vraiment avec des pincettes. Il en fait un objet rare, alors que c'est un objet banal. Il arrive à extérioriser les fonctions encore de son racard, de sa grange, comme Beaubourg a pu le faire à Paris, au musée Pompidou, il y a 40 ans, échelle proportion réduite, bien sûr, et ça met en valeur exactement l'ancienneté et le contemporain. Et c'est un vrai coup de cœur. Juste en face dans la vallée, Mazes et ses 250 âmes. Au cœur de ce village, la construction de Michel Follonier est le parfait exemple d'une contribution à l'endiguement du mitage du territoire, mais également d'une contribution à la préservation d'un paysage villageois de qualité. Lors de sa rénovation, cette ancienne grange-écurie a subi un déménagement de quelques mètres. L'architecte sédunois, soucieux de maintenir une enveloppe extérieure quasiment à l'identique de l'original, a su marier l'ancien et le moderne. Les espaces de vie sont résolument contemporains. Maison de week-end ou douillet refuge pour les fêtes de fin d'année, le chalet des Folloniers n'a qu'une prétention, être avant tout un lieu de convivialité et d'amitié. Alors l'enjeu, la première chose, c'était de vouloir rester au village, de transformer un bien qui était en décrépitude au centre du village. Il n'était pas question d'aller dans les Mayens de Mazes. Donc il fallait trouver une grange, la plus rustique possible, et en fait sur son emplacement d'origine, il n'était pas question de la transformer parce que l'emplacement n'était pas digne d'intérêt. Donc il a fallu la déplacer de quelques 10 mètres, mais ça suffisait. Ça a eu le double avantage de nous faire un dégagement pour le chalet et de nous offrir une terrasse sur le soubassement ancien existant. Toujours dans le respect d'un tissu villageois, c'était de mettre une épaisseur de contemporain dans de l'ancien, de réhabiliter un bien qui était voué à la destruction ou en tout cas à la ruine, et puis d'en faire un lieu de vie et de convivialité. Disons que le défi, c'était de mettre un espace convivial dans un tout petit volume, vu que cette grange fait environ 5 mètres par 5 mètres. C'était de donner un lieu où on pouvait recevoir des amis et sa famille. Donc on voulait pouvoir manger à 12, on voulait pouvoir dormir à 10, dans un aussi petit volume, donc chaque centimètre cube comptait. Donc il a fallu de la sueur pour arriver à condenser. Certains de mes amis appellent ce chalet la commode. Cette réalisation se fait en 3 strates en fait. On a réactivé un soubassement qui n'existait pas, qui était d'une ancienne grange supprimée il y a 50 ans. On a refait complètement le soubassement à neuf et dans ce soubassement on a mis toutes les parties aqueuses, ça veut dire la cuisine, la salle de bain, les WC. Et c'est que dans cette partie-là que se trouve l'eau de la maison. Et dans la partie bois, donc la partie ancienne, en fait, on a le premier étage principal qui est l'espace de salon, en fait, de séjour. Et puis, on a mis sous la toiture, en fait, ce qu'on appelle les niches. Donc, on ne dort pas dans des chambres, on n'a pas les moyens. Donc, on dort simplement dans des niches, un petit peu comme au Moyen-Âge, quand on dormait dans des boîtes en bois. Sur les ouvertures, il y a un enjeu assez important dans la transformation de ces granges ou racards ou greniers. C'est comment insérer de la lumière. Aujourd'hui, on vit au XXIe siècle, on ne vit plus comme à l'époque. Donc la difficulté, c'est de superposer justement cette manière de vivre aujourd'hui avec de la lumière et des espaces dans des espaces clos et fermés. Donc il faut trouver des astuces. La porte
d'entrée a été respectée, on a mis une coulissante. On a inscrit une seule grande nouvelle ouverture qui est derrière le balcon. Et puis on fait après des petites fentes encore dans les madriers pour amener de la lumière de tous les côtés. L'importance des matériaux, c'est que si on veut mettre en valeur l'ancien, il faut respecter le contemporain. Donc ce qu'on fait de nouveau, on le fait de manière claire, comme le socle, qui est un socle contemporain, ce n'est pas un socle du 19e siècle, on le fait de manière du 21e siècle. Par contre, on respecte l'extérieur de manière ancienne. À l'intérieur, on peut mettre les matériaux qu'on veut, mais en respectant le bois, par exemple, c'est que le sapin ancien ou le mélèze qu'on pouvait mettre à l'extérieur devient une matière différente à l'intérieur. Et puis, le fait d'avoir une seule et même matière à l'intérieur qui pourrait être lourde si on avait peut-être 3, 4, 5 matières différentes, si on n'a plus qu'un matériau qui est le sapin, en l'occurrence ici, que ce soit pour les murs, le sol ou le plafond, eh ben, ce matériau disparaît au profit de l'espace et de la lumière, qui sont toujours les fondamentaux, quoi. Je dirais ce qui s'impose d'évidence, c'est toute la construction en madrier qui est développée sur 2 niveaux. Et là-dedans, il fait un minimum d'ouverture. Il fait quelques petits percements horizontaux, il les vide en fait des madriers, il insère des petites fenêtres en longueur, et ça, c'est habilement fait. Ce n'est pas le premier qui le fait, évidemment, mais je trouve que c'est en tout cas juste de ne pas faire des fenêtres qui ressemblent à des fenêtres comme sur une habitation. On est bien dans le contexte d'une grange à réhabiliter, et ça, je pense que c'est juste. Il s'autorise une grande ouverture, c'est celle sommitale sur la face, je dirais, principale, mais qui est cachée en partie, je dirais, par le balcon existant, par la petite coursive existante. À Maz, il y a vraiment des éléments intéressants comme la toiture qui sont traités entièrement en mélèze avec un procédé qui était déjà utilisé à l'époque des Mayens et des granges. C'est une réinterprétation, une réutilisation qui est assez pertinente. Aussi, il a déplacé cette grange écurie, il l'a déplacée de quelques mètres. On y voit une réinterprétation de la trace avec la terrasse, et ça c'est aussi astucieux et je trouve vraiment une belle chose. L'intérieur est absolument, je dirais, renoue avec la tradition architecturale un peu du Corbusier, où on crée une véritable balade à l'intérieur du bâtiment. Et en fait, c'est difficile à rendre d'un point de vue filmique, mais il y a une continuité de l'espace, et chaque fois on a des perspectives différentes et des regards. Donc on voit en diagonale d'une certaine manière, à un autre point on verra une autre diagonale qui est complètement différente de l'autre. On arrive à un point culminant qui est l'étage des chambres, les boîtes dont il a parlé pour les enfants, et je trouve bien d'avoir pas fait des chambres. Et précisément ces boîtes, ils renouent aussi avec la tradition vernaculaire, et on culmine, je dirais, avec la chambre des parents. Maintenant, dedans, il se dégage une très très grande homogénéité. Prenons à présent la direction de la commune de Fuy. Notre objet se trouve au cœur du vieux tissu villageois. Ici, c'est l'histoire d'un sauvetage. Vouée à la démolition, cette grange, située au milieu de Brançon, doit son salut à la pugnacité de sa propriétaire et au génie de son architecte, Michel Voyat, qui a su, en respectant le caractère originel de l'existant, redonner vie à cette bâtisse. Les problèmes étaient de taille. Les façades de madriers, vieilles de 250 ans, s'affaissaient latéralement de plus de 20 cm et le mur arrière de la bâtisse se couchait vers l'avant. L'enjeu de cette réhabilitation, redresser, mais pas trop, laisser parler les formes existantes, assainir et reconstruire sans dénaturer, bref, sauver l'œuvre des anciens. Alors la définition de cet objet, c'est d'abord le caractère lui-même de cet objet, c'est une grange. C'est une grange en milieu, je dirais, dense, d'habitat. La règle ici, c'est plutôt des masos en pierre. Et puis ça, c'est presque un peu une exception dans le continuum, je voulais dire urbain, c'est pas le terme, mais du village, voilà. Alors la ligne directrice, elle est très simple, c'était faire le moins possible.
Pour différentes raisons. Un, parce que cet objet était intéressant. Il avait une patine assez importante. Si on regarde la façade à l'extérieur, on voit qu'il y a plusieurs transformations d'ouverture. On voit une ouverture qui était horizontale, qui est transformée en ouverture verticale. Il y a des blessures un peu partout. On les voit ici actuellement. Tout d'un coup, un petit ray de lumière qui perce à travers les madriers. Tout ça, c'est des blessures. Et ces blessures, je n'ai pas voulu les réparer, en tout cas pas depuis l'extérieur, parce qu'au moment où j'entreprends cet objet, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je sais que je vais garder cette façade intacte. La volonté première, c'est de ne pas inscrire des fenêtres sur les trous qui étaient existants. Il y a des choses qui sont de guingois, qui sont arrondies, et c'est difficile de mettre une fenêtre là-dedans. Il faut bien fermer cette enveloppe, et puis il faut amener de la lumière. L'idée m'est venue assez vite de reporter le vitrage 80 cm en arrière, de manière à créer une coursive, mais surtout à placer ce plan de vitrage complètement dissocié de la façade. Pour amener de la lumière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retourné les planches perpendiculairement à la façade, et de cette manière-là, je dirais, quand on regarde obliquement, on a l'impression que c'est fermé, que c'est du bois, et quand on est dedans, on a quand même un apport de lumière assez important. Et puis, il me semblait que la possibilité de faire vivre de la lumière, c'est d'amener de la lumière zénitale par un grand Velux, et qui lui permet, je dirais, d'inonder un peu de lumière cet édifice. On a réalisé une mezzanine, et cette mezzanine est en fait une sorte de plaque qui retient la façade arrière, qui permet de solidariser, je dirais, le mur arrière avec cette plaque, et ça fait un objet qui est, je dirais, tenu de part et d'autre. Les deux se tiennent et se soutiennent. Pour moi, c'était intéressant de sauvegarder cet édifice. Ça, c'était la règle première, et c'est pour ça que je l'ai fait. J'aurais pu dire non, pour ce prix-là, non, je ne fais rien du tout. Non, je l'ai fait. Voilà. La grange de Branson, c'est vraiment la situation de centre de Branson. Il y a une grande densité. On conserve cette densité. Il n'y a pas si longtemps, on rasait ces granges pour faire des places de parc. On crée des dents creuses, on crée des trous dans cette densité. Et là, on y remet de l'habitat, on y met des gens qui vont y vivre, plutôt qu'ils aient colonisé la périphérie de Fuy. On peut dire qu'il a vraiment fait un sauvetage et que ce sauvetage en valait la peine. On voit que le bâtiment est digne, plus que digne d'intérêt, c'est très très bien. Et ce qui est très très bien sur cet objet, c'est qu'avec une seule intervention, en mettant cette baie vitrée reculée à l'intérieur du volume, eh bien, il a mis en valeur complètement un patrimoine qu'on respecte et qu'on aime. Et l'exercice est réussi à ce niveau-là.